Cette Mamie. conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Donc, lorsque j'étais enfant, je me souviens que l'on me voyait comme une petite fille bien trop souvent maladroite, me faisant souvent mal. Toujours malade, toujours un pet de travers. Je me remettais mes luxations et subluxations toute seule, sans savoir ce que c'était instinctif. Ça fait mal, je tire, ça se remet en place, je continue ma vie d'enfant. C'est cette force mentale que l'on retrouve typiquement chez les enfants qui m'a permis de passer outre les douleurs et de vivre presque comme les autres enfants, sans se soucier à cette époque de la possibilité que je sois malade. J'ai banalisé la douleur. Au fur et à mesure, la maladie évolue et les symptômes s'aggravent. À l'âge de 17 ans, on me diagnostique une endométriose sévère, qui me fait énormément souffrir et qui sera une véritable entrave dans ma vie de femme. J'ai été opérée plus de 12 fois de kyste hémorragique endométriosique pour finir avec une hystérectomie totale à 38 ans. À chaque intervention chirurgicale, je présente des complications, des hématomes, une mauvaise cicatrisation des hémorragies. Les subluxations, luxations, entorses sont plus fréquentes et touchent de plus en plus les grosses articulations. Ça tourne bien chez vous, me disait l'urgentiste en remettant une luxation d'épaule faite en dormant. C'est à cette période que l'errance diagnostique débute. Les douleurs me polluent mon quotidien sans savoir pourquoi. J'applaudis par exemple lors d'un match de hand et je finis aux urgences plâtrées pour 3 semaines avec une grosse entorse du poignet. Je lève le bras et je me subluxe une épaule. Je mange un bout de pain et je subluxe la mâchoire. J'éternue et ce sont les côtes flottantes qui se luxent. Une constipation chronique, je souffre de gastroparésie. Je deviens une malade chronophage. J'erre de médecin en médecin pour comprendre ce qui se passe, mais aucune réponse. Mes douleurs se généralisent nuit et jour. L'asthénie s'installe. Je suis une malade chronique sans nom de maladie. Beaucoup de médecins pensent que mes symptômes sont psychosomatiques car rien de vraiment probant. Certains émettent l'hypothèse d'une fibromyalgie. Les examens réalisés sont souvent invasifs, parfois inutiles, et ne parviennent pas à mener ce diagnostic. Je travaille dans la restauration, un métier physique et fatigant. Je me couche le soir vermoulu, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, à tort. Puis à la naissance des jumeaux, je me reconvertis, je deviens assistante maternelle. Mon état de santé m'obligera quelques années plus tard à cesser définitivement de travailler et à être mise en invalidité. C'est une décision nécessaire mais difficile qui aura des conséquences néfastes, aussi bien sur le plan financier que social. Je suis suivie quelque temps par un MPR. Il va changer ma vie. Il est persuadé que je présente une maladie du tissu conjonctif et ne me lâche pas. Plusieurs mois plus tard, il m'annonce qu'il a trouvé une piste diagnostique plus que plausible. Je présente tous les signes du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. C'est tout simplement une hyperlaxité articulaire généralisée, une peau étirable, des cicatrices atrophiques, prolapsus, papules pyélogéniques, etc. Les syndromes d'Ehlers-Danlos, SED, sont un groupe hétérogène de maladies héréditaires du tissu conjonctif et c'est essentiellement dû à des anomalies de biosynthèse et de structure de protéines de la matrice extracellulaire. Je consulte ensuite dans un centre de référence dédié à Garches, au sein duquel le diagnostic sera confirmé sur des critères uniquement cliniques, car il n'y a pas encore les gènes identifiés pour le SED hypermobile. Cette annonce diagnostique qui, à l'instar des étapes du deuil, me fera passer par divers sentiments. Tout d'abord de la colère, et puis du soulagement, mais de l'inquiétude et une acceptation de ce diagnostic. Le fait de pouvoir enfin mettre de l'inquiétude et une acceptation, enfin mettre un nom sur mes symptômes m'aidera énormément. Je ne suis donc pas folle. Je peux enfin avancer et faire face à la maladie, mais surtout la comprendre afin d'aller chercher en moi toutes mes ressources. C'est ainsi que j'ai créé en 2011 avec mon mari l'association INSED. C'est une association de malades ayant pour but de sensibiliser l'ensemble des acteurs scientifiques, médecins, paramédicaux, ainsi que le grand public aux manifestations cliniques, ainsi que le grand public aux manifestations cliniques invalidantes, au handicap et à la détérioration de la qualité de vie qu'entraînent les syndromes d'Ehlers-Danlos. J'aide au mieux d'autres malades à ne pas vivre une errance diagnostique aussi longue et compliquée que la mienne. Je suis devenue également patient expert ressources, représentante des usagers de santé, car je reste persuadée que chaque personne possède des ressources inestimables au fond de soi. J'encourage les malades à rester positifs, à s'investir dans leur maladie. Je suis convaincue de l'importance de l'ETP et du rôle primordial que les centres de référence et de compétences, les filières maladies rares, les plateformes d'expertise maladies rares et les associations ont à jouer dans la prise en charge des malades et bien sûr l'importance du plan national maladies rares. Un travail collaboratif qui, selon moi, est la clé pour une meilleure reconnaissance et une meilleure offre de soins concernant les maladies rares. Au sein de l'UNSED, on a beaucoup travaillé, par exemple, pour que le PNDS, qui est le protocole national diagnostic et soins, soit rédigé et que la carte d'urgence soit mise en place. Les SED ont de nombreuses comorbidités. Il faut avoir ce PNDS pour accompagner les médecins, paramédicaux, afin de prendre en charge nos maladies rares, souvent méconnues. Il faut comprendre, par exemple, la transmission rassurée parce que ce n'est pas systématique pour nos enfants, par exemple. Nos centres de référence ont un rôle clé associé aux centres de compétences en région pour la pose du diagnostic.
Je salue également l'engagement des membres du bureau de l'association qui sont tous des bénévoles atteints eux aussi de la maladie, ainsi que nos aidants familiaux dont le rôle est également primordial dans nos quotidiens de malades. Mais il faut faire attention à ne pas tout mettre sur le dos de sa propre maladie. Mon syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile a masqué mes algies vasculaires de la face et ensuite a masqué une leucémie. Mon état s'est dégradé, cela aurait pu me coûter la vie. Aujourd'hui, je suis alitée la plupart du temps, je présente de nombreuses comorbidités associées, de nombreux effets secondaires aux médicaments et je suis allergique confirmée aux morphiniques, opiacés, codéine. Les douleurs sont chroniques. J'utilise un fauteuil roulant électrique depuis 15 ans, prescrit par une équipe pluridisciplinaire avant même d'avoir un diagnostic. Je ne me sentais pas forcément légitime en fauteuil roulant électrique, pourtant c'était indispensable à maintenir un semblant social. Cependant, je m'oblige à continuer de marcher le plus possible, même si c'est le tour du jardin. Maintenir un minimum d'activité physique est primordial pour le moral, pour le cœur, éviter le diabète, la perte musculaire. Aujourd'hui, avec mes subluxations de hanches et du bassin, je n'arrive presque plus à m'asseoir. Je n'ai pas franchi le seuil de mon domicile depuis des mois. La kiné doit venir tous les jours pour m'aider à stimuler mon système digestif, aggravé par une cholestase aiguë. On doit continuellement adapter mon traitement médicamenteux pour la leucémie, aggravé par une ulcère duodénale. Idem, on n'arrive pas à le soigner correctement, car les pansements pour l'ulcère aggravent la constipation. Tout est un dosage permanent, on marche sur un fil d'équilibriste pour tout gérer. On doit me soigner en tenant compte de toutes les complications liées aux médicaments, mon foie sature. Parfois, on doit stopper le traitement de la leucémie pour le reposer et reposer mon système digestif. Mes douleurs et l'air dans l'eau sont démultipliées à cause du traitement de la leucémie. Je bénéficie d'aide à la personne et surtout de l'aide quotidienne de mon mari, qui après 30 ans de mariage est toujours présent à mes côtés, malgré la maladie. Mon mari est un homme formidable. Il faut souligner surtout le rôle essentiel des aidants familiaux. On ne se rend pas compte de l'impact que la maladie peut avoir sur les gens qui nous aiment. La complicité et l'amour que nous partageons sont encore plus forts qu'avant. On peut aimer de tellement de façons. La vie continue. J'ai mal. J'ai compris pourquoi j'ai mal. J'ai compris que je n'aurais pas de traitement pour la douleur, sachant que le CBD ne m'apporte rien non plus, car lui n'agit pas sur mes douleurs mécaniques. En soi, comprendre mes douleurs est pour moi mon seul traitement antidouleur, avec une bonne dose d'humour. J'ai appris à positiver le négatif, relativiser et ne plus me focaliser sur mes fichues douleurs. Je mets mon masque du paraître en société, je vous cache mes douleurs, mon asthénie le plus longtemps possible. Sourire à la vie est devenu finalement l'une de mes philosophies. Voilà, merci. Merci Madame Giscard pour ce beau témoignage et votre courage. On va demander au docteur O de son éclairage en tant que médecin et sur le traitement de la douleur. Je lui laisse la parole tout de suite. Alors, est-ce que je peux prendre votre Bien place? sûr. Merci. Alors, bien, bonsoir à chacun, chacune, chacun. Je voudrais remercier ici en premier lieu le professeur Fèvre pour avoir permis que cette réunion se fasse en ma présence. Voilà à peu près un an, un peu moins que j'interviens au niveau de la consultation de génétique ici, et c'est son idée, et je le remercie encore une fois. Et merci à toutes les personnes qui ont fait que cette réunion soit possible. Donc moi, je suis médecin anesthésiste au départ. Je me suis formé à la douleur et je suis aussi psychothérapeute, praticien en hypnothérapie en particulier. Et je travaille donc au centre antidouleur du CHU de Dijon. Quelques termes à préciser pour que mes propos soient les plus clairs possibles. La douleur, si on peut donner une définition, ce qui est assez complexe, mais pour faire simple, on peut dire que c'est une expérience. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficile à partager, bien que ça ait été très bien fait dans le topo précédent. Donc une expérience et qui est désagréable. Et c'est parce que c'est désagréable qu'on s'y intéresse. Avec éventuellement des lésions tissulaires réelles ou potentielles, ça veut dire que quelquefois on a du mal à les mettre en évidence.
Deux termes qui sont importants à comprendre. Une douleur nociceptive, c'est une douleur qui est transmise par un système nerveux qui est en bonne santé, qui est sain, c'est-à-dire le câblage, les nerfs sont en bon état, on pourrait dire, en bonne santé, et la douleur est perçue, on parle de douleur nociceptive. Lorsque le système nerveux est altéré par une maladie neurologique, on parle de douleur neuropathique. C'est important de faire cette distinction-là parce que les traitements sont différents. Et puis, une douleur aiguë, c'est une douleur récente, alors qu'une douleur chronique, elle dure depuis au moins 3 mois, voire 6 mois. La majorité des patients qui viennent au centre antidouleur ont des douleurs qui durent depuis plusieurs années, 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est assez fréquent. Il y a des conséquences vraiment délétères d'une douleur qui persiste, alors qu'une douleur aiguë, on en a parlé tout de suite, est un symptôme, et cette douleur, en général, guérit avec la guérison de la maladie qui l'a créée. La douleur chronique est une maladie qui peut perdurer même si on a traité la cause qu'on a repérée. Et cette douleur maladie a des caractéristiques avec des troubles émotionnels, cognitifs, qui altèrent les relations familiales, qui provoquent des difficultés au travail, donc des pertes de revenus, qui peut aussi rendre dépendant à certaines substances chimiques et qui, au bout du compte, aboutit à une perte du plaisir et à une perte de l'élan vital. C'est ce qui est régulièrement décrit par toutes les personnes qui consultent. Pour s'occuper, pour traiter ces douleurs, l'État, le gouvernement a mis en place des structures spécialisées dans les douleurs chroniques. Il existe sur le site du ministère de la Santé un site internet consacré, enfin une page internet consacrée aux douleurs chroniques, et sur ces pages, vous allez pouvoir trouver les structures qui s'occupent des douleurs. En cliquant sur cette carte que vous verrez sur l'écran, une carte interactive, vous pourrez trouver au plus près de chez vous une structure douleur qui peut s'occuper de vous aider à trouver une solution. Donc, je vous invite à regarder sur le site du ministère de la Santé pour trouver les structures qui sont les plus proches de chez vous. Dans une structure douleur, travaillent des médecins, infirmières, psychologues en particulier. Et le but de ces personnes-là, c'est de proposer un traitement dans les douleurs persistantes. Et moi, j'aime bien proposer cette image du projet thérapeutique, donc une longue vue sur ces 3 pieds, qui peut servir soit en montagne pour regarder les marmottes, soit à la plage pour regarder les mouettes, c'est comme vous préférez. En tout cas, c'est ça l'idée de cette image. Et dans l'œilleton, on pourrait dire, on a besoin d'un thérapeute avec une vision. Il a une idée du problème du patient et il va devoir partager cette idée avec le patient pour lui proposer ce projet thérapeutique comme un objectif partagé. Et il va reposer sur 3 pieds. Le premier pied, ce sont les médicaments. Le deuxième pied, ce sont les techniques. Et le troisième pied, ce sont les traitements psychocorporels. Et un traitement, à mon avis, bien conduit doit reposer sur un trépied médicaments, techniques et traitements psychocorporels. Je vais parler de certains de ces traitements maintenant. L'idée également, c'est qu'une fois un traitement proposé, il va falloir en permanence adapter, d'abord l'évaluer et l'adapter pour être sûr qu'il correspond bien au projet du patient. Alors, parmi les traitements qu'on peut proposer, il y a bien sûr les médicaments. On va parler des antinociceptifs. Tout à l'heure, je vous ai parlé des douleurs nociceptives. Eh bien, ça correspond à cela. Vous connaissez les principaux traitements antinociceptifs, car malheureusement, on pourrait dire, je n'ai pas de médicaments miracles chez moi, et tous ceux que vous connaissez, je les connais aussi. Donc, les antinociceptifs, et vous connaissez donc l'Acupan, le Tramadol, la morphine, etc. Tout à l'heure, dans le précédent
topo, on a vu que ben, ce n'est pas parce qu'il y a de la morphine qu'on arrive à traiter. Malheureusement, quelquefois, ça ne fonctionne pas. Il y a des médicaments dont vous connaissez peut-être les noms aussi, que j'ai appelés sous le terme antisensibilisants, comme le Lyrica et le Neurontin. Et des traitements que j'ai regroupés sous le terme modulateur émotionnel, dans lesquels on peut mettre aussi des médicaments probablement que vous connaissez, le Laroxyl, le Cymbalta et l'Effexor. Je ne vais pas détailler ces molécules, bien sûr, mais l'idée, c'est de vous dire, ben voilà, ça, c'est ce qu'il y a à peu près, et il n'y a pas plus. La liste, elle est limitée. On peut faire appel à des traitements locaux. Parmi ces traitements locaux, on peut citer les compresses de lidocaïne, que certains connaissent peut-être, qui sont proposées dans les traitements des douleurs neuropathiques. Les patchs de capsaïcine, le Qutenza, qui est aussi un traitement local, des douleurs neuropathiques également. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire le diagnostic au départ. Est-ce que c'est nociceptif ou neuropathique? Et la thérapie laser est aussi une opportunité, là plus dans les douleurs musculo-squelettiques. Moi, je l'utilise au centre antidouleur avec des résultats qui sont plutôt bons. Parmi les traitements locaux, on peut aussi proposer ce qu'on appelle les TENS, donc un acronyme d'un mot anglais. En fait, en français, c'est une neurostimulation transcutanée. Par l'intermédiaire de patchs autocollants, on va positionner sur une zone douloureuse ces patchs autocollants et un générateur va produire des stimulations antidouleurs. Et le patient positionne les patchs à l'endroit douloureux et l'utilise comme un médicament. On pourrait dire, en fait, pour moi, tout est un médicament. Ce TENS est pas plus intéressant ni moins intéressant qu'un médicament, mais il est utilisé comme un moyen thérapeutique plutôt. Parmi les traitements innovants que nous sommes en train de développer au CHU, il y a ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, qui est une modalité de traitement, encore une fois, des douleurs neuropathiques ici, qui utilise un stimulateur et un neuronavigateur qui permet de repérer dans le cerveau une zone particulière qu'on va aller stimuler pour produire un effet antidouleur. Donc au CHU de Dijon, on utilise déjà cette machine-là. L'idée, c'est d'en acheter une au niveau du centre antidouleur pour compléter le traitement, puisque là, c'est une machine partagée avec un autre service. On peut aussi évidemment parler des traitements de type hypnose. C'est un traitement qui fonctionne encore une fois là aussi bien qu'un autre, que je mets moi sur le même plan, qu'on utilise en complément des autres approches, qui nécessitent pour l'apprentissage entre 3 et 6 séances, et qui permet quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est l'auto-hypnose, un travail à domicile qui va permettre d'entretenir les phénomènes antalgiques. Ça nécessite bien sûr un patient motivé et un thérapeute formé, qui soit du corps médical, parce que maintenant on trouve un petit peu de tout dans les propositions d'hypnose, donc il faut bien vérifier que le praticien qui va vous recevoir soit un médecin ou une infirmière ou un kiné, mais quelqu'un ou un dentiste, parce qu'il y en a aussi beaucoup chez les dentistes, mais qui soit formé et qui soit du domaine médical ou soignant. Le MDR, c'est un traitement spécifique dont l'acronyme anglais est sous vos yeux, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est un traitement qui nous vient des États-Unis, qui est basé sur les mouvements oculaires alternatifs et qui est utilisé beaucoup dans les traumatismes psychologiques. Je l'utilise régulièrement, soit par exemple pour désactiver des affects liés à un traumatisme physique, un accident de la route par exemple, mais aussi parfois pour réhabiliter, on pourrait dire, un patient qui a eu un traumatisme émotionnel. Par exemple, l'annonce d'un diagnostic peut parfois être mal reçue parce que ça met en cause des émotions intenses. Donc, quelquefois, ces émotions-là ne sont pas, on pourrait dire, entre guillemets, digérées par le patient et le MDR peut être un bon traitement. L'activité physique, le précédent topo a mentionné l'activité physique et moi je place ça au niveau des autres traitements.
pour limiter le déconditionnement à l'effort, pour prévenir la sédentarité et les problèmes qui y sont liés. Et puis, on sait que ça améliore l'humeur. Alors, l'activité physique, comme le montre le schéma, ce n'est pas forcément de prendre des chaussures de sport et puis d'aller courir. Ça peut juste être eh bien, prendre l'escalier à la place de l'escalator, si c'est possible, de faire le ménage chez soi, c'est aussi de l'activité physique. D'aller au travail en vélo plutôt qu'en voiture, c'est aussi de l'activité physique. Donc en fait, tout, à partir du moment où on bouge, c'est de l'activité physique. Alors, pour finir, je vais vous montrer un schéma. Ça fait partie des dossiers qu'on fait remplir aux patients quand ils consultent. Là, c'est une patiente que j'ai rencontrée ici dans le service des maladies génétiques au mois d'avril 2021 et qui décrivait ses douleurs comme c'est indiqué sur le schéma. Les zones hachurées correspondent aux zones douloureuses présentées par la patiente. Donc, c'est une patiente à qui j'ai proposé plusieurs outils de ceux que je vous ai signalés jusqu'à maintenant. Et j'ai revu cette dame-là ce matin. C'est vraiment un hasard, mais en fait, le hasard fait bien les choses. Et voici, je lui ai redemandé de refaire un schéma. Et voici le schéma qu'elle a dessiné ce matin. Donc, lorsqu'on voit les deux schémas, on se dit, ben, si c'est possible que ce ne soit pas la même personne, hein, on pourrait dire, mais si c'est la même personne, on a l'impression de préférer être sur la droite que sur la gauche. Et donc ça, c'est une amélioration qui a eu lieu à peu près en 6 mois, puisqu'on voit la première consultation début avril 2021, aujourd'hui 5 octobre 2021. Cette patiente a stoppé ses traitements médicamenteux. Elle prend de temps en temps, comme j'ai écrit, de l'aspirine à la demande. Elle a modifié son alimentation. Ça, c'est quelque chose aussi dont on pourrait parler. Je pense que les aliments peuvent aussi interférer avec la douleur. Personnellement, je vous avouerai que je ne suis pas très compétent et les patients trouvent, elle, par exemple, elle a dit qu'elle faisait attention, elle avait diminué le lait et le pain, par exemple, qu'elle s'en trouvait très bien. Bon, même si ça lui manque un peu de manger un vrai yaourt. Bref, donc, en quelques mois, on peut, avec des traitements simples, parce que dans ce que je lui ai proposé, il y a 3/4 de traitements physiques et puis psychologiques. Donc, en quelques mois, on peut améliorer une situation. Donc, c'est une patiente Ehlers Danlos depuis plusieurs années. Voilà, donc je suis joignable sur l'adresse mail professionnelle qui s'affiche devant vous. Et à mes heures perdues, le week-end, quand je pense à mes patients douloureux, ben, j'ai mis en ligne un site internet, douleurschroniques.fr, sur lequel vous pourrez trouver quelques informations si ça vous dit. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à l'orateur suivant. Merci beaucoup. On va faire un petit arrêt de questions sur la partie adulte, parce que c'est vrai que les questions vont être potentiellement très différentes de la partie enfant, même si certaines se recouperont potentiellement. Donc, vous pouvez du coup poser vos questions dans le chat. Donc, effectivement, comme pendant que vous écrivez vos questions, comme M. Rowe le signalait, donc on a voulu au sein du centre de génétique proposer une consultation spécifique douleurs et maladies rares pour effectivement bien insister sur l'importance qu'on pouvait mettre dans cet aspect de prise en charge. Donc, le fait de mettre en place cette consultation a aussi pour but d'essayer de monter en compétence par rapport aux douleurs qu'il peut y avoir dans les maladies rares. Et donc avec un relais qui est souvent pris au centre antidouleur où il y a les différentes solutions thérapeutiques disponibles. Donc la première question, Monsieur Roux, c'était est-ce que les TENS sont efficaces sur les douleurs neuropathiques? Je répondrai par l'affirmative. Oui, les TENS sont efficaces sur les douleurs neuropathiques. Il y a une consultation dédiée quand on pense que ça peut être utile. On organise une consultation dédiée. Le patient vient à la consultation qui dure à peu près 30 minutes. On lui apprend à se servir du TENS et puis on prodigue quelques conseils. Mais c'est beaucoup l'expérience du patient. Moi, j'ai appris la douleur dans les livres, mais la
douleur en pratique, je l'ai plus apprise avec les patients au jour le jour. Donc, moi, je propose des traitements, je leur dis, ben voilà, ça peut vous aider, ce n'est pas la panacée, je pense qu'il faudrait faire comme ci, comme ça, mais ensuite, c'est chaque personne qui va organiser son traitement. Je crois beaucoup au fait qu'on n'est pas propriétaire des patients. Et puis, l'idée, c'est si une personne peut devenir autonome dans ses traitements, moi, je préfère nettement, c'est pour ça qu'utiliser un TENS, c'est comme on pourrait dire apprendre à pêcher à une personne qui a envie de manger. Si elle sait pêcher, c'est mieux que si on lui donne du poisson tous les jours. Donc, tout est une affaire d'expérience. Si on pense que ça peut aider, de toute façon, c'est tellement simple à mettre en place, avec une location qui ne coûte rien, je pourrais dire à la personne, ça vaut le coup d'essayer toujours. Ça vaut toujours le coup d'essayer. C'est toujours bien toléré. On a, on pourrait dire, au moins 80% de succès, quoi. Et donc, oui, il faut tester. Après, il y a une autre question qui est où peut-on trouver la liste des médicaments antidouleurs? Chez votre médecin antidouleur. En fait, c'est assez complexe comme question parce qu'on voit bien que, par exemple, des traitements qui sont des modulateurs de l'humeur peuvent avoir un effet antidouleur. Donc, tout un peu est antidouleur, si vous voulez. La liste, il y a certes une liste qui est finie, il y a un nombre déterminé de substances qu'on peut considérer qui ont un impact et puis une interaction avec les mécanismes de la douleur. Mais ça, c'est le projet thérapeutique que doit vous proposer votre thérapeute. C'est-à-dire, c'est avec lui que vous allez voir ça en fonction de vos intolérances, en fonction. Il y a des gens qui viennent qui me disent, moi, je ne veux pas de médicaments. Donc, je dis, bon, OK, on va voir comment on peut faire. Donc, en fait, la liste, c'est avec votre médecin algologue, je pourrais dire, de la trouver et de trouver celle qui vous convient. Effectivement, c'est bien aussi d'être toujours à l'affût pour savoir qu'est-ce qui arrive comme nouvelles molécules. Parfois, les patients maintenant ont un niveau d'avance par rapport à leur thérapeute, hein, ça c'est clair. Donc, la liste, c'est un petit peu ce que je vous ai dit là. Mais il y a d'autres médicaments que j'utilise, dont je n'ai pas parlé, pour ne pas surcharger la présentation. Mais ça, c'est à faire, c'est à voir avec votre thérapeute, qui lui-même est, on pourrait dire, une molécule antidouleur. En rajoutant une question intermédiaire qui serait du coup en Bourgogne, comment est-ce que les choses sont organisées? Est-ce qu'on a un seul centre antidouleur au niveau du CHU ou est-ce que vous avez d'autres relais de centres antidouleurs ou bien de consultants dans les autres hôpitaux de la région? Alors, au niveau de la Côte d'Or, que je connais un petit peu mieux, même si je suis breton et que je suis là depuis quelques années, au niveau de la Côte d'Or, ici, il y a les structures sont réparties en consultation et centre. Les deux niveaux de structure sont aussi compétents l'un que l'autre. La différence entre une consultation et un centre, c'est que le centre souvent est adossé à une structure de taille plus importante, avec un plateau technique plus important. Et aussi, par exemple, le fait que le service de génétique propose des consultations douleurs et organise par exemple cette soirée, c'est uniquement possible sur des grosses structures. Et nous, ici, au centre antidouleur, on est labellisé centre. Voilà. Donc, après, on s'appuie parce que tout le monde ne peut pas venir à Dijon, c'est ça le problème, c'est qu'on a des délais qui sont longs. Donc, forcément, le législateur a organisé les consultations un petit peu décentralisées, on pourrait dire, par rapport au CHU. Hein. Donc, normalement, vous pouvez trouver, en regardant sur le site du ministère, les structures douleurs qui sont les plus proches de chez vous.
Et on peut travailler forcément en équipe entre une consultation et un centre. Moi, par exemple, depuis un mois, on n'est plus dans la Bourgogne-Franche-Comté, mais je consulte 2 journées par mois à Langres. Ça, c'est autre chose, c'est dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire entre le 21 et le 52. Mais on peut toujours organiser comme ça des systèmes de compagnonnage, on pourrait dire, et d'association entre plusieurs structures. Tout dépend après de la manière dont une personne peut se déplacer ou pas. C'est ça aussi l'enjeu. Des patients qui viennent d'Auxerre, moi je préfère faire des consultations par téléphone quand c'est possible, plutôt que de les faire venir pour faire 300 km pour venir à Dijon. Mais c'est vrai qu'il faudrait presque des centres antidouleurs dans un réseau un peu plus maillé que ça. Si je peux faire référence à la Bretagne, en Bretagne, les structures douleurs sont beaucoup plus denses qu'en Bourgogne. Je suis impressionné de la distance que font les Bourguignons pour venir dans une structure douleur. En Bretagne, autour de Rennes, qui est le CHU, il y a Saint-Malo, et Saint-Malo, c'est 3/4 d'heure, et il y a une structure douleur à Saint-Malo. Les Malouins, ils ne viennent pas à Rennes. Alors qu'ici, les Auxerrois pourraient venir à Dijon. C'est juste, moi, au début, ça m'a affolé, quoi, ça, de voir toutes les distances qui étaient faites. Donc, merci aussi au télétravail et à la téléconsultation pour organiser quand c'est possible. Peut-être été un peu long. Il y a une autre question qui est très en lien avec celle-là. Du coup, je la fais dans la foulée pour rester sur le même thème, et on reviendra aux autres après, qui est donc lorsqu'une personne ne peut se déplacer vers un centre antidouleur, comment est-ce qu'il y a des relais en fait possibles avec le médecin traitant? Donc, est-ce que en gros, quelqu'un pourrait aller voir son médecin traitant, qui pourrait se mettre en contact avec une consultation de la douleur et que le médecin traitant gère proche du domicile? Oui, on peut envisager, tout à fait. Si c'est un conseil pour dire voilà, tel médicament est bien et celui-là pas bien, c'est correct, mais si on va vers des traitements comme par exemple les patchs de capsaïcine dont j'ai parlé tout à l'heure, ou la RTMS, ou le laser, eh bien là, la densité de praticiens avec des techniques comme ça chute drastiquement. Donc, oui, pour certaines techniques, pour certains traitements, OK. Si le traitement de la douleur n'était que le traitement chimique, ce serait très très simple et il n'y aurait plus besoin de déplacement parce qu'on pourrait tout faire par Internet, c'est sûr, ou par téléphone. Mais hélas, le traitement de la douleur, heureusement, j'en sais rien, n'est pas que chimique. Donc il y a un moment où il faut se voir et il y a un moment où il faut faire quelque chose ensemble. Donc la RTMS, le laser, il y a d'autres techniques, le dry needling, dont je n'ai pas parlé mais qui est utile. Enfin bon, donc oui, il y a forcément. Moi, ce que je cherche encore une fois à chaque fois, c'est faire en sorte que les patients n'aient plus besoin de moi. Enfin, n'aient plus besoin de venir me voir à chaque fois pour avoir leur traitement. Donc, je délègue au kiné, au médecin, à une infirmière s'il y a besoin, à un hypnothérapeute s'il y a besoin, etc. Donc, et je considère, pour donner un ordre d'idée, qu'on a vu le dossier que je vous ai présenté, cette dame qui est bien améliorée au bout de 6 mois. Entre 6 mois et 1 an, en général, il se passe quelque chose. Soit il ne se passe rien, et alors c'est que je me suis complètement planté. Ça arrive. Pas très souvent, mais ça arrive. Il faut rester humble. Ou alors ça fonctionne bien, et 1 an, c'est la durée moyenne de suivi au centre antidouleur, ce qui fait à peu près, allez, on va dire 12 à 15 consultations. Voilà. Donc, et après, le relais est pris par des praticiens au plus proche du domicile du patient, à chaque fois que c'est possible. Alors, dans les autres questions, il y avait est-ce que des ateliers d'éducation thérapeutique sont proposés? Bonne question. Je me suis formé avec toute l'équipe du centre antidouleur du CHU de Dijon à l'éducation thérapeutique.
technique dans laquelle on croit fort, fort, fort. Le problème, c'est que nous sommes une structure de taille modeste, malgré le fait qu'on soit dans un grand CHU. Une taille modeste, aussi bien taille par l'équipe, puisqu'on est 1,6 médecins, hein, quelque chose comme ça, donc ça ne fait pas beaucoup, et aussi par la dimension de nos locaux. Nous sommes dans des locaux trop petits pour nous et on ne peut plus travailler ce qui nous a semblé être le minimum vital pour apporter une réponse satisfaisante aux gens qui nous font confiance. Donc, éducation thérapeutique, on a dit, ben non, on ne va pas pouvoir faire, c'est pas possible. Là où on est, le nombre qu'on est, on va juste stopper. On est la mort dans l'âme, ça a vraiment mis le bazar d'ailleurs dans l'équipe. Et on a été obligé de stopper parce qu'on ne pouvait pas le faire. Parce que, ben, tout simplement, un CHU, c'est une grosse maison. Tout le monde a envie de bureau, tout le monde a envie de moyens. Et finalement, ben, la douleur est passée un petit peu sur le côté. État de fait que je cherche chaque jour, soyez-en sûrs, à régler avec l'administration. Et c'est un travail de longue haleine, mais qui, j'espère, un jour va porter ses fruits. Grâce aussi, je voudrais le dire ici, grâce aussi aux utilisateurs. Parce que pourquoi il est fait l'hôpital? L'hôpital, il n'est pas fait pour les médecins. L'hôpital, il est fait pour les patients. L'hôpital, il est fait pour aider les gens qui en ont besoin. Donc, si les gens qui en ont besoin ne trouvent pas dans l'hôpital qui est pour eux le service qu'ils attendent, alors tout simplement, vous prenez une feuille de papier, un crayon, et vous écrivez à Madame la directrice de l'hôpital en disant, ben voilà, moi je voudrais me faire soigner, mais il manque ci, il manque ça, j'ai l'impression, est-ce que vous pouvez prendre en considération ma demande, chère Madame la directrice? Et peut-être ça peut aider, parce que l'administration est vraiment très attentive aux demandes des patients, hein, des usagers. Donc, sentez-vous libre de faire ces demandes-là auprès des administrations pour que l'hôpital, encore une fois, qui est fait pour nous, pour vous, apporte le service qu'il est censé produire. Il y a une autre question sur les types de douleurs, en fait, et les origines des douleurs, qui est de savoir comment on peut différencier des douleurs qui viendraient d'une cause ou d'une autre, avec des exemples qui sont donnés, là, qui sont myasthénie, Gougerot-Sjogren ou arthrose. Est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse à ça? Alors, tout simplement, une réponse simple à une question complexe. Ça, c'est le job du médecin, quoi, je veux dire. Il est là pour faire le diagnostic. Le médecin reçoit le patient, fait la collecte des signes, les transforme en symptômes, et avec les symptômes, il met dans des cases et il dit, voilà, probablement c'est ci ou c'est ça. Bon. Ça, c'est le travail du médecin. Et puis après, il voit si ça colle avec la réalité, parce que tout ça, c'est des productions intellectuelles. Et après, il faut voir si les traitements proposés vont produire des effets positifs, parce que malgré parfois un diagnostic bien posé, la thérapie est en échec. Et le thérapeute est en échec. Et si le thérapeute est en échec, son patient aussi, quelque part. Donc ça ne va pas du tout. Mais hormis le fait de séparer vraiment, je reprends ça, douleur neuropathique, douleur nociceptive. Ça, c'est pour moi les deux choses vraiment différentes, bien qu'elles puissent se mélanger. Mais parce qu'il y a des traitements vraiment spécifiques. Je vous ai montré la RTMS, je vous ai parlé de la capsaïcine. J'ai été rapide, hein, je suis désolé, mais dans le temps contraint, on ne peut pas développer. Mais il y a vraiment des traitements très spécifiques pour les douleurs neuropathiques et des traitements pour les douleurs nociceptives. Mais encore une fois, ça se mélange et parfois on ne sait pas trop ce qu'on traite. Mais quelquefois, peu importe. Parce que c'est vrai que la demande souvent des personnes, et je la comprends et je l'accompagne, c'est de dire « mais pourquoi j'ai mal, docteur? Pourquoi j'ai mal? C'est quoi la cause ?» Et ça, la recherche de la cause, c'est ce qui nous fait perdre, je dirais même, beaucoup d'énergie. Et nous fait réaliser des examens complémentaires à n'en plus finir quelquefois. Parce qu'il faut bien se rendre compte que
notre technicité, elle peut être mise à défaut. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne trouve rien qu'il n'y a rien. C'est-à-dire c'est peut-être le niveau de recherche qui fait défaut. Donc, quelquefois, on n'a pas de réponse à la question qui commence par « pourquoi ?» Pourquoi j'ai mal? Mais pourquoi j'ai mal? Moi, bien souvent, j'en sais rien du tout. Par contre, moi, je préfère les questions qui commencent par « comment ?» Comment je vais aller mieux? Et là, on commence à nouer un lien thérapeutique entre le thérapeute et son patient et la recherche des solutions. Parce que la question qui commence par « pourquoi ?» cherche une cause dans le passé, alors que la question qui commence par « comment ?» cherche une solution dans l'avenir. Et moi, je préfère travailler avec l'avenir que le passé. Et donc, nociceptif, neuropathique, bon, il y a un moment, on s'en fiche un petit peu parce que les traitements se mélangent, les origines se mélangent, et donc on cherche, en fait. C'est ça, c'est le projet thérapeutique que j'ai montré tout à l'heure. Ici, deux fois, le projet thérapeutique, c'est ça, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble et que l'on va moduler, modifier et puis élaborer à plusieurs. Le médecin, l'infirmière, le kiné, le généticien, le rééducateur, le neurologue, le rhumatologue. Enfin bon, là, toutes les spécialités vont être mises à contribution pour trouver la réponse à la question qui commence par « comment ?» que j'aime bien. Voilà. Et une dernière question un petit peu pratique qui est sur est-ce que pour prendre un rendez-vous, il faut un courrier du médecin? Oui, pour prendre rendez-vous au centre antidouleur, donc vous pouvez vous référer au site internet douleurechronique.fr. Il y a des indications sur la manière de prendre rendez-vous. Dans le cadre du parcours thérapeutique, nous, on aime bien que le médecin traitant soit au courant du processus. Et à l'issue de la consultation, d'ailleurs, on va lui écrire, on va lui envoyer un courrier pour lui dire ce qu'on a fait et trouvé. Donc oui, un courrier du médecin. À réception du courrier du médecin, on vous adresse un questionnaire, un auto-questionnaire qui va vous permettre de préparer la consultation initiale. Et puis avec ces deux documents-là, eh bien, vous serez reçu au mieux dans nos modestes locaux du Grand CHU de Dijon. Ok, et ben alors, la question qui est apparue après, on la traitera après dans la partie pédiatrique, puisqu'elle concerne plutôt une partie enfant, enfin mixée en tout cas, mais du coup, ça sera peut-être plus adapté après avoir eu le topo d'après. Je te laisse du coup, Élodie, introduire la suite, et puis on pourra reprendre des questions pédiatriques et communes à la fin des échanges. Oui, du coup, on va maintenant passer donc au traitement de la douleur chez les enfants. Et pour cela, on va laisser la parole au docteur Anne Gallo pour sa présentation. Donc, je vous donne la main pour votre topo. Alors, donc, bonsoir, donc, je suis le docteur Anne Gallo, donc, je suis pédiatre à l'hôpital d'enfants au CHU de Dijon. Je remercie donc également le professeur Fèvre et l'équipe de la plateforme d'expertise maladies rares de m'avoir invité pour communiquer à cette soirée. Et je trouve ça vraiment important que ce genre de soirée ait lieu. Donc, j'ai intitulé mon topo douleur chez l'enfant atteint d'une maladie rare, mieux comprendre pour mieux la soulager. Donc, je vais parler un petit peu des spécificités de la douleur chez l'enfant. Et donc, je vais reprendre, comme nous en a déjà parlé le docteur Rowe, la définition de la douleur pour un petit peu préciser les spécificités pédiatriques. Donc, comme on l'a dit,
il s'agit d'une expérience désagréable sensorielle et émotionnelle associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc, il s'agit de la définition de l'International Association for the Study of Pain. C'est donc une définition internationale avec du coup la nouvelle formulation qui a été introduite l'année dernière pour permettre, donc c'est la phrase associée à ou ressemblant à celle associée à, qui permettent d'inclure en fait les individus non communicants ou en situation ne permettant pas de communiquer, et notamment les enfants qui, selon leur âge et quand ils sont petits, ne sont pas forcément en capacité de communiquer leur douleur, et on verra qu'il y a d'autres moyens quand même de l'identifier. Il faut savoir que du coup, dans cette définition, ça montre bien que la douleur n'est pas proportionnelle à la gravité d'une lésion tissulaire. En effet, certaines lésions n'entraînent pas de douleur et il existe aussi des douleurs sans lésion tissulaire. On en reparlera, c'est la notion de douleur nociplastique. Et ça, je pense que c'est très important et que vous êtes nombreux à avoir expérimenté ça, et en pédiatrie, c'est également le cas. Et puis aussi, la douleur, ça n'est pas qu'une sensation, c'est une émotion, et donc ça met bien en évidence aussi la complexité de sa prise en charge et de ses répercussions. Concernant l'enfant, il faut savoir que dès la naissance, le comportement va faire langage, et donc on n'a pas forcément besoin que l'enfant parle pour se rendre compte qu'il est douloureux, et que la douleur est une qualité inhérente à la vie qui apparaît très tôt dans le développement, y compris in utero. Les 2 premiers trimestres de grossesse, c'est le moment où les voies de la douleur se mettent en place, et au 3e trimestre de grossesse, la perception douloureuse est déjà possible. Et donc, la douleur est vraiment un signal d'alarme d'une lésion tissulaire. Elle ne nécessite pas d'apprentissage ni d'expérience préalable, ce qui explique bien que un prématuré, un nouveau-né, un enfant petit sans expérience antérieure peut vraiment expérimenter la douleur. J'ai repris également le fait qu'il y a 4 composantes au sein de la douleur, donc la composante comportementale, cognitive, affectivo-émotionnelle et sensorie-discriminative. Ça montre la complexité, ça explique également que chez l'enfant, selon son développement et l'évolution de l'enfant, ces composantes vont être plus ou moins exprimées. Donc notamment la composante sensorie-discriminative, c'est ce qui va donner la durée, l'intensité, la localisation, les caractéristiques de la douleur. La description passe par le langage et nécessite une maturation du système neurosensoriel qui va se faire progressivement chez l'enfant, et donc cette composante, elle est mal communiquée par les enfants. On a une composante affectivo-émotionnelle, c'est ce qui donne la tonalité désagréable, pénible de la douleur. Elle est modulée par l'âge, par le contexte, par les émotions, mais cette composante, elle est très bien communiquée par les enfants qui sont tout à fait capables de verbaliser, et notamment par le comportement, de montrer leurs émotions. Elle dépend aussi de l'incertitude de l'évolution très importante chez les enfants qui ne se rendent pas compte si la douleur va durer plus ou moins longtemps, si on va pouvoir la guérir, si c'est lié à une maladie. Elle est liée aussi à l'expérience et beaucoup à l'attitude de l'entourage qui est très importante. On a la composante cognitive qui est l'analyse, la signification donnée par l'individu, donc par l'enfant, à cette douleur. Et là, on voit que ça peut être difficile, voire impossible selon l'âge de l'enfant. Ça nécessite effectivement des processus mentaux tels que l'attention, la distraction, l'interprétation, qui ne sont pas forcément en place chez le jeune enfant. Et donc, ça fait référence à des expériences passées, aux attentes aussi dans le futur. Et donc, ça dépend de l'âge de l'enfant et de son développement cognitif. Et enfin, on a la composante comportementale. Ce sont les manifestations verbales et non verbales, l'attitude corporelle, l'expression du visage, les plaintes, le retrait. Et ça, avec la composante affectivo-émotionnelle, c'est le premier canal de communication chez l'enfant. Ce qui fait que chez le petit, on dit en général chez le moins de 6 ans, on va utiliser des échelles d'évaluation
comportementales de la douleur qui vont prendre beaucoup en considération ces manifestations. Mais attention, elles vont être modulées par les expériences antérieures et donc ça, c'est très important chez l'enfant atteint d'une maladie chronique parce que tout petit déjà, si la pathologie évolue déjà dans la petite enfance, il va du coup moduler cette réponse comportementale parce qu'il a une expérience très tôt d'hospitalisation, de douleur, du milieu médical. C'est aussi modulé par le milieu culturel, par l'attitude familiale, l'attitude des soignants. Donc, c'est des choses qui vont très facilement chez l'enfant modifier la composante comportementale. La perception de la douleur, est-ce que c'est pareil à tout âge? Vous comprenez progressivement que non, et c'est du coup toute la complexité de la prendre en charge et de l'identifier. Ça va dépendre de l'autonomie de l'enfant et de son évolution, notamment de la compréhension. Donc, elle est dépendante du stade du développement cognitif de l'enfant, de ses représentations vis-à-vis de la maladie, de la douleur, de la mort. Et on voit également que dans le cadre d'une pathologie chronique et d'une maladie rare, ça aussi, ça va être modifié, ces représentations, ces conceptions, notamment aussi dans des maladies où avec une transmission familiale, où les parents peuvent être aussi malades, les frères et sœurs, d'autres personnes de la famille. Ça va être aussi dépendant du développement psycho-affectif. Et donc, il faut toujours remettre dans le contexte du bébé qui naît, de l'enfant qui grandit, de l'adolescent qui grandit avec ses parents, son histoire, son contexte, sa famille et sa maladie. Ça va dépendre aussi, cette perception de la douleur, de l'évolution des voies de la douleur au cours de la vie. Et c'est là où pendant très longtemps, c'est vrai que la prise en charge de la douleur chez l'enfant, c'est pas très ancien, ça date de la fin des années 80, permise par les progrès de notamment la réanimation pédiatrique et néonatale. Pendant longtemps, on a dit que le nouveau-né, le prématuré, était incapable de ressentir la douleur car il avait une immaturité de son système nerveux, qu'il allait oublier, qu'il n'avait pas la mémoire et puis qu'en plus leur administrer des antalgiques, ça pouvait être dangereux pour eux, voire même les tuer. Et du coup, avec cette excuse-là, on a un petit peu sous-estimé cette douleur. Heureusement, grâce notamment aux premiers travaux du docteur Anand, un médecin australien, qui a pu démontrer la réalité de la douleur chez le nouveau-né et le prématuré. Ensuite, s'en sont suivis d'autres travaux qui ont permis de bien mettre en évidence que l'enfant ressent la douleur dès la naissance, que les mécanismes neurophysiologiques de perception de transmission de la douleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maturent les 2 premiers trimestres de grossesse et qu'au 3e trimestre, la perception est déjà possible. On sait même maintenant que les mécanismes de contrôle inhibiteurs qui vont essayer de diminuer les perceptions douloureuses sont immatures à la naissance et que du coup, le nouveau-né va même être plus envahi par la douleur et avoir une douleur plus intense et envahissante parce qu'il n'a pas ces contrôles inhibiteurs. Est-ce qu'il y a des douleurs utiles? Parce que finalement, ce n'est pas non plus de dire une vie sans douleur totalement. Et chez l'enfant, en effet, oui, la douleur est aussi importante. Il faut se rappeler que c'est un système d'alarme, que ça protège la vie et que notamment chez l'enfant, ça participe à des apprentissages, son schéma corporel, avec toutes les chutes qu'il va faire quand il va apprendre à faire du 4 pattes, à marcher, etc. Ça lui permet d'apprendre aussi la gestion des situations difficiles, à prendre confiance dans l'adulte protecteur, confiance en lui, à contrôler l'expression de ses émotions, puisque la douleur est également une émotion. Ceci dit, lorsqu'on dépasse une certaine intensité, un seuil de douleur et aussi une durée, la douleur devient nocive et là, elle perd son utilité d'alerte et d'adaptation et c'est important de la prendre en charge. Et je vais reprendre ce que le docteur Rowe vous a déjà expliqué, donc les différents mécanismes et les différents types de douleurs parce que c'est important pour la prise en charge. Donc ça, c'est un peu le schéma général, c'est uniquement pour vous montrer en fait la complexité du phénomène douleur, de la stimulation douloureuse à sa transduction, sa transmission et sa modulation, donc avec des relais au niveau de la moelle épinière, au niveau cérébral, jusqu'à la perception de la douleur. Et donc, il y a de nombreux relais, de nombreux endroits où, on va dire, la voiture peut un peu avoir des accidents et que les choses ne se passent pas forcément bien. Et en tous les cas, que c'est un phénomène très complexe, la douleur. Donc, il y a différents mécanismes de douleur, comme l'a dit le docteur Rowe. Donc, les douleurs nociceptives liées à une lésion tissulaire, qu'elles soient mécaniques, thermiques, inflammatoires. Les douleurs neuropathiques atteintes, où là, on a une atteinte du système nerveux et notamment des terminaisons
liaison nerveuse et souvent quand même dans les douleurs, dans les maladies génétiques, les maladies rares, on a souvent quand même des douleurs mixtes avec effectivement une participation nociceptive, une participation neuropathique et effectivement l'important c'est la prise en considération, la prise en charge de ces douleurs. Il y a aussi le terme de douleur nociplastique, comme je vous le disais dans la définition, même si on a l'absence de preuve d'une lésion tissulaire, on part du principe de la plainte douloureuse et ça n'empêche pas de la prendre en charge. Ce qui est important aussi, je pense, pour les parents qui ont un enfant douloureux, c'est un peu cette notion de douleur aiguë récurrente, douleur chronique. La douleur aiguë, on l'a tous expérimenté, on l'expérimentera tous. C'est voilà, un traumatisme, que ce soit juste se coincer le doigt dans la porte, se brûler, une maladie, mais ça peut être une otite, une angine, une chirurgie, une extraction dentaire, des soins, une prise de sang tout simplement. Et donc là, c'est une douleur qui souvent dure peu de temps, où on a une durée attendue. Une angine, ça va durer 5-6 jours. Quelques minutes, donc à quelques semaines, on peut facilement l'évaluer et puis on se rend compte qu'on peut aussi bien la traiter avec des moyens assez simples comme le paracétamol, les AINS. On voit que la lésion guérit, que la douleur s'estompe et ça ne fait plus parler d'elle. Et puis ensuite, on a toutes les situations justement dans le cadre des maladies chroniques où il peut y avoir des douleurs aiguës mais qui vont être récurrentes, c'est-à-dire il y a des intervalles sans douleur mais avec des phases de crise de douleur qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines et qui se répètent dans certaines pathologies, mais finalement dans beaucoup de pathologies quand même, on a une composante douloureuse. Et en fait, dans le temps, cette répétition des phases de douleur va faire que cette musique de la douleur va un peu s'imprimer dans le cerveau et finalement, on a l'impression que dans le temps, il y a des périodes où il n'y a plus de phase sans douleur et qu'on est plutôt dans une douleur chronique, dans quelque chose qui est tout le temps présent et où là, c'est compliqué de l'évaluer, ça retentit dans plein de domaines sur la vie quotidienne et où là, on comprend que la prise en charge juste par les médicaments, ça ne va pas être suffisant. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête parce que dans la prise en charge, de le comprendre, dans la prise en charge, ça facilite les choses. Et justement, du coup, en consultation douleur enfant, j'utilise donc ce petit livret qui a été développé par l'équipe pédiatrique des Hospices civils de Lyon, donc sur le chemin de la douleur avec Sacha, qui permet d'expliquer à l'enfant et à ses parents cette problématique-là et ainsi d'avoir la compréhension de pourquoi il y a ces répercussions sur différents domaines de la vie. Donc, ça repart de ces 4 composantes de la douleur qu'on retrouve là, qui vont faire une pelote et effectivement en fonction du contexte, en fonction du type de douleur, parce qu'un enfant qui a une maladie chronique, il peut avoir aussi une fracture, il peut avoir des douleurs abdominales récurrentes, et bien les différentes composantes ne vont pas avoir la même participation et du coup, on ne va pas agir de la même façon pour les douleurs et pour les prendre en charge. Et donc, on voit que dans les douleurs qui vont durer dans le temps, se répéter, les répercussions sont importantes sur l'école, le travail, la famille, les amis, le loisir, le sommeil, l'humeur. Et donc, c'est là où on comprend qu'effectivement, il n'y a pas une solution, mais une prise en charge globale. Souvent, effectivement, on s'attend à vouloir soulager sa douleur avec un médicament, on le prend, tout va mieux. En tous les cas, les enfants ont envie de ça, cette petite baguette magique, et c'est une première étape dans la prise en charge que de comprendre que cette baguette magique, finalement, elle n'existe pas, mais qu'on va devoir travailler ensemble pour trouver le cocktail, toutes les solutions qui vont permettre d'améliorer le quotidien, de diminuer la douleur. Et donc, effectivement, comme le docteur Roux en a parlé, en pédiatrie, c'est exactement pareil, avec une prise en charge globale. Des médicaments, oui, mais en effet, on est souvent déjà limité par le fait qu'en pédiatrie, certains médicaments ne sont pas utilisés. Et puis, surtout sur les effets indésirables, sur les interactions dans le cadre de pathologies, des pathologies rares avec d'autres médicaments. On va mettre beaucoup la kinésithérapie et l'activité physique adaptée parce qu'il y a aussi une participation de ces douleurs font qu'on se mobilise
mobilise moins et du coup, il y a d'autres douleurs qui apparaissent. Les méthodes psychocorporelles, très importantes également en pédiatrie, la neurostimulation transcutanée, la prise en charge psychologique et effectivement avec des professionnels adaptés au monde de l'enfance. Donc, l'objectif, c'est pas forcément plus du tout de douleur, mais c'est diminuer cette douleur, estomper la musique de la douleur pour permettre une reprise des activités, une reprise de la qualité de vie et reprendre, pouvoir vivre avec ces douleurs et qu'elles soient vraiment en arrière-fond. Et donc, reprendre les activités comme avant, ou en tous les cas adaptées. Donc, effectivement, comme le docteur Roux a parlé des consultations spécialisées douleur, donc pour l'enfant, il y a environ 25-26 équipes actuellement en France. Donc, vous pouvez les retrouver effectivement sur le site du gouvernement, mais également, donc nous sommes fédérés au sein de la commission pédiatrique de la Société française d'études et traitement de la douleur. Et vous pouvez retrouver en fait ces équipes aussi sur le site de la SFETD. Voilà. Les consultations spécialisées douleur enfant, donc au sein de l'hôpital d'enfants. Donc, c'est moi qui les réalise. Donc, il faut savoir que ce sont des consultations longues, au minimum d'1 heure, avec d'abord une première évaluation, souvent sur plusieurs consultations, pour évaluer toutes ces douleurs sur le plan global et multidimensionnel. C'est vraiment « raconte-moi tes douleurs ». J'aime bien qu'à ces premières consultations, il y ait également les deux parents et parfois la fratrie qui soit présent, parce que souvent ces douleurs elles durent depuis longtemps, elles impactent tout le monde, et puis c'est important que l'enfant raconte son histoire, parce que souvent il y a des choses qu'il n'a pas comprises ou qu'il a vécu plus petit, il a vu beaucoup de professionnels, il y a eu différents discours, des mots qu'il a entendus qui ont pu l'angoisser, pas comprendre, voilà, et donc on passe beaucoup de temps à clarifier tout ça. Et puis ensuite, comme chez l'adulte, on va faire un projet thérapeutique et mettre en place une prise en charge qui va évoluer au cours du temps, parce que les objectifs ne seront pas forcément les mêmes. On va se donner des objectifs progressivement. Et puis, surtout, il y a tout un travail que je réalise avec du coup les intervenants hospitaliers et extra-hospitaliers, c'est-à-dire avec l'école pour que la scolarité se poursuive, avec s'il y a déjà souvent aussi dans le cadre des pathologies chroniques, il y a déjà un psychologue, un kinésithérapeute, un infirmier, un médecin traitant qui sont dans la boucle, et du coup on va travailler tous ensemble. J'essaye également aussi de développer, d'améliorer la prise en charge de la douleur au sein de l'hôpital d'enfants, parce que ces enfants qui ont des pathologies chroniques, ils voient d'autres spécialistes, ils vont des fois avoir besoin d'être hospitalisés, opérés, d'avoir des soins, de venir en hôpital de jour. Et du coup, c'est important qu'on puisse aussi améliorer la prise en charge au sein de ces passages dans l'établissement. Donc, les particularités pour un enfant atteint d'une maladie rare, donc ça va être vraiment ce sera vraiment expliqué par Madame Dubar, la maman de Laura, dans le témoignage suivant. C'est vraiment une collaboration avec le médecin référent, la famille et moi-même. Quelle que soit la pathologie, on va être sur l'évaluation globale et la prise en charge multidimensionnelle. Il faut savoir que du coup, souvent ces enfants, ils ont des douleurs liées à leur pathologie, qui peut être aussi des douleurs secondaires au traitement. Il y a aussi toute la problématique des douleurs induites par les soins, par les gestes opératoires, voilà. Et puis, comme n'importe quel autre enfant, donc Madame Gisclair en a parlé tout à l'heure, on peut aussi avoir une algie vasculaire de la face, c'est très rare chez l'enfant, mais plutôt une migraine ou avoir une infection intercurrente, un traumatisme, et donc une douleur aiguë qui se surajoute aux douleurs déjà connues. Et donc, c'est important de prendre en charge toutes ces petites douleurs, toutes ces petites et grandes douleurs, parce qu'il n'y a pas de petites douleurs en fait, mais voilà, de vraiment les prendre en considération. La difficulté de la prise en charge médicamenteuse, ça va être, et Madame Dubar en parlera, souvent les interactions avec d'autres médicaments de la pathologie chronique, mais aussi le risque d'effets secondaires, de décompensation de la pathologie. Et donc souvent on fait des tests thérapeutiques, on tâtonne et on voit, on est un peu dans l'incertitude, on essaye, on se donne le temps, des toutes petites posologies qu'on va augmenter très progressivement en collaboration avec l'enfant, sa famille, des fois le milieu scolaire, etc. Et du coup, on va vraiment se donner du temps, et l'idée, c'est de vraiment réévaluer les choses sur le moyen et le long terme.
Voilà, je voulais juste citer cette association Sparadrap, qui est vraiment une association formidable qui travaille en fait à expliquer aux enfants, à leurs parents, mais aider aussi les professionnels à communiquer avec leurs petits patients en diffusant des outils explicatifs sur la douleur, mais aussi sur les pathologies. Voilà, mon enfant doit avoir une gastrostomie, et ben, il y a un petit livret explicatif. En plus, avec le nouveau site, tout est visible gratuitement sur le site. Et du coup, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment adapté à l'enfant. Et puis également, la société savante dont je fais partie, donc Pédiadol, hein, qui était initialement une association qui s'est créée dans les années 90 pour justement améliorer la prise en charge de la douleur chez l'enfant et diffuser les bonnes pratiques, les recommandations. C'est vrai qu'en pédiatrie, on a du mal à avoir vraiment des médicaments spécifiques de la pédiatrie, etc. C'est souvent en fait les expériences des équipes qui permettent de les utiliser. Donc, on essaye de diffuser ça pour favoriser une meilleure prise en charge de la douleur. Là, c'est plutôt pour les professionnels, mais ceci dit, des fois, on est sollicité par des parents et ça nous permet du coup de travailler certaines choses à la demande des parents. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je pense que le témoignage de Madame Dubar pourra vraiment compléter cette présentation. Merci beaucoup, docteur Gallo. Et comme vous le proposez, on va poursuivre avec le témoignage de la maman de Laura. Donc, je reprends la main du coup pour son témoignage en vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop gênés. On a un petit bruit de fond dans le couloir de l'hôpital, donc je vous prie de nous en excuser par avance. Du coup, c'est parti pour le témoignage de Madame Dubar. Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner. Donc, vous êtes la maman de Laura. C'est ça, Laura, qui a 12 ans aujourd'hui et qui est donc atteinte du syndrome Phélan-McDermid. C'est son anniversaire aujourd'hui? Non. Ah. Et donc, alors, est-ce que vous voulez nous présenter du coup cette maladie rare qui est le syndrome de Phélan-McDermid? Oui, donc du coup, c'est une délétion chromosomique qui se passe sur le chromosome 22. Laura a un développement avec un langage qui est non fonctionnel aujourd'hui. Et puis avec tout ce qui est difficulté au niveau appareil digestif, avec un suivi régulier, donc avec un diagnostic TSA qui est associé au syndrome. Voilà, donc TSA, donc le trouble du spectre autistique, donc avec les troubles du comportement, et puis elle a aussi un retard psychomoteur global. Ouais. Et donc, du coup, moi je suis Laura et je vous accompagne depuis 2 ans à peu près, ouais, c'est ça. Pour la prise en charge des douleurs. Donc, en effet, on s'est rencontrés au décours d'une hospitalisation. C'est ça. Ouais. Et donc, c'était une hospitalisation parce que Laura avait des crises de vomissements réguliers qu'on ne comprenait pas trop. C'est ça, qui était assez récurrente avec des hospitalisations récurrentes et puis avec des vomissements qui revenaient très régulièrement. Et donc, effectivement, à cette occasion-là, du coup, j'avais pu poser le diagnostic de vomissement cyclique, qui est donc un équivalent migraineux de l'enfant. Donc, c'est vraiment une spécificité pédiatrique. Donc, avec des enfants qui, en général, à l'âge adulte, deviennent des migraineux plus classiques avec la crise de maux de tête comme on connaît, mais qui dans l'enfance peuvent du coup faire ces crises de vomissement cyclique pendant quelques heures à quelques jours, où vraiment de manière un peu on-off, ils se mettent à vomir. Et donc c'est vrai que le traitement est un peu spécifique. Donc là, on avait du coup introduit le Lamoxil, la mitriptyline, qui est un des principaux traitements dans cette pathologie, traitement de fond, et qui avait permis du coup de bien soulager Laura. D'améliorer la qualité de vie de Laura. Voilà. Et donc, c'est là où on a commencé aussi à travailler donc, la prise en charge des douleurs de Laura, qui n'est pas en fait que médicamenteuse. Hein, et c'est vrai que la douleur, c'est quelque chose de complexe avec ses différentes composantes et du coup qui nécessite une prise en charge globale et multidimensionnelle. Et c'est là où vous avez commencé à comprendre qu'en fait, ce n'était pas si simple de prendre en charge les douleurs. En tous les cas, que la réponse n'était pas que le médicament. C'est complètement ça. Et c'est lors de nos échanges qu'on a pu
conscience de ça, en fait, qu'il y avait vraiment plusieurs contextes à prendre en compte, vraiment plusieurs facteurs en tout cas à prendre en compte pour essayer d'améliorer la douleur de Laura. Et effectivement, les facteurs déclenchants, notamment des crises de vomissement cyclique. Et c'est là où justement la maladie rare de Laura fait que ça n'est pas évident parce que du fait des difficultés de communication de Laura, c'est pas toujours évident déjà d'évaluer sa douleur, de localiser sa douleur en effet. Parfois on est plutôt dans des tests thérapeutiques, dans des hypothèses. Souvent, c'est un peu à tâtons pour essayer essayer des choses pour essayer de voir si ça améliore Laura. Enfin, c'est vraiment. C'est ça. Et puis, effectivement, il y a aussi, en pédiatrie et dans le contexte des maladies rares, cette nécessité aussi dans l'évaluation, pareil, d'être multidimensionnelle, c'est-à-dire que comme la douleur est parfois difficile à identifier, on va aussi évaluer le sommeil, le comportement de Laura, la manière dont elle va s'exprimer, c'est même son faciès, la couleur de, si elle est pâle, etc. Tout ça va nous permettre de nous aider, grâce notamment beaucoup à votre évaluation à vous en tant que parent. On apprend depuis du temps à décoder un petit peu et puis effectivement d'observer un peu les différents signes qui vont manifester douleur chez Laura. Et effectivement, lors de nos premiers échanges, on a pu travailler autour de tous ces points importants en fait. C'est vraiment ça. Parce que la consultation douleur, effectivement, moi je suis pédiatre alcoologue spécialisée, mais en fait c'est vous qui m'amenez tous ces éléments et on arrive à travailler ensemble. C'est ça. Et même avec Laura, puisqu'on a pu voir effectivement au cours du suivi qu'elle-même, elle a pu aussi mieux, même si on a encore des progrès à faire, mais oui, il y a mieux du coup communiquer autour de cette douleur et peut-être la reconnaître elle-même. Parce qu'il y a aussi cette reconnaissance de l'entourage. Oui, c'est ça. On a travaillé aussi ensemble, donc la problématique de Laura, c'est beaucoup les douleurs abdominales récurrentes et chroniques, avec la particularité de son syndrome qui fait que du coup, elle a probablement une insensibilité à la douleur et que donc on se rend compte qu'elle a une douleur quand elle est déjà très forte. Et du coup, effectivement, pour prendre en charge cette douleur, c'est compliqué parce que quand elle manifeste et quand on décode, effectivement, elle est déjà quand même assez haut. Et donc, la prise en charge est plus difficile et en tout cas, pour la faire redescendre, un peu plus long, on va dire. Ouais. Et puis, on a aussi pu mettre en évidence que probablement Laura a des douleurs aussi neuropathiques. Mais que malheureusement, effectivement, les traitements médicamenteux recommandés à l'heure actuelle chez l'enfant qu'on a pu essayer, eh bien, ne conviennent pas à Laura par rapport à sa pathologie. Je considère qu'ils étaient quand même assez importants avec des troubles de la conscience, enfin, c'était vraiment des troubles de l'humeur, enfin, ça a été, On n'a pas réussi à trouver le juste équilibre entre l'amélioration de sa qualité de vie par rapport aux douleurs, sans faire décompenser du coup sa pathologie, sa maladie rare. Donc ça, c'est vrai qu'on va vraiment ensemble aussi à tâtonnement par rapport à ça. Je me souviens aussi, c'était du microdosage, c'était vraiment des types d'augmentation. C'est important, donc c'est vrai que c'est toujours à tâtons en fait avec cette maladie rare, donc on va vraiment. Puisque effectivement, on a peu de données publiées à l'heure actuelle sur le plan médical, scientifique pour ces enfants-là, comme d'ailleurs en douleur, dans le domaine de la prise en charge de la douleur chez l'enfant, on a malheureusement peu d'études et des choses plutôt d'expérience en réseau avec les différents médecins douleurs de France. D'ailleurs, je les avais sollicités aussi pour nous aider pour Laura. Et effectivement, c'est aussi ce qui est compliqué dans cette prise en charge. Puis on avait été recherché aussi en information dans l'organisation, dans l'association, fondation, c'est ça, américaine, ils ont un petit peu plus de recul et un peu plus de cas que nous en France. On avait réussi à avoir aussi des retours par rapport à des effets secondaires sur certaines molécules. C'est ça, de différents médicaments. Ouais. Effectivement, la plupart des traitements qu'on avait essayés étaient dans cette liste. En tous les cas, on peut dire qu'effectivement, on n'a pas la réponse toute simple, mais du coup, donc, on a parlé surtout des médicaments. On a aussi proposé à Laura ce qu'on utilise parfois en douleur chronique, la neurostimulation transcutanée,
et notamment l'urostine pour ses douleurs abdominales. Ça a été un peu compliqué, du coup, il a arrêté assez rapidement, étant donné que Laura ne peut pas le verbaliser. On ne savait pas jusqu'à quel moment, en fait, ça devenait une sensation désagréable. Et du coup, avec les conseils de l'équipe, au conseil, on a donc du coup on a décidé de stopper, en fait, avant de voir un bienfait sur le temps. Parce qu'il y avait des réactions quand même qui laissaient penser que ce n'était pas forcément quelque chose qu'elle tolérait très bien. Donc, et pour doser, en tout cas pour nous parents, jusqu'à quel moment il fallait pouvoir augmenter notre C'était trop compliqué. Donc on a décidé d'arrêter. Par contre, vous avez pu travailler aussi avec l'équipe qui encadre Laura, son éducatrice, psychologue, psychomotricien, pour un petit peu aussi, on avait parlé de l'intérêt de la relaxation, de toute la sphère un peu sensorielle, c'est ça, d'avoir des moments où on redescend pour mieux tolérer en fait le ressenti. On travaille aussi autour de tout ce qui est partie du corps pour essayer d'un jour d'espérer pouvoir localiser et d'elle-même pouvoir pointer sans forcément avoir le langage verbal. son schéma corporel. On sait que ça va être plus compliqué d'arriver au ressenti et vraiment de savoir où on peut ressentir, mais en tout cas, voilà, c'est un travail vraiment en équipe qui est mis en place pour essayer d'améliorer cette prise en charge de douleur. Et puis on peut dire que quand même si c'est parfois difficile, on avait eu cette expérience positive de quand Laura avait dû bénéficier d'une extraction dentaire. On s'était dit, oh là là, c'était une période où ça allait plutôt bien pour Laura, avec beaucoup de progrès sur cette phase-là. Et donc, est-ce qu'on n'allait pas déstabiliser tout ça avec des douleurs post-opératoires? C'est ça, une anticipation anxieuse. Hein, comme souvent on la retrouve dans le contexte des douleurs chroniques. Quand ça va bien, on dit oh là là, et si les douleurs vont revenir. Et donc, du coup, on avait pu travailler sur vraiment un protocole antalgique. En fait, de l'hospitalisation, on a mis en place ensemble les anticiper, c'est pouvoir anticiper en fait. Et ne pas laisser s'installer la douleur. C'est ça, on fait pas en ambulatoire, on avait fait une hospitalisation de course. Et puis, ça s'était super bien passé. Ouais. Donc, ça a été une expérience positive d'anticipation et un renforcement positif aussi pour vous. C'est plutôt même rassurant pour nous parce que voilà, on savait qu'en amont, tout était prêt pour essayer de pallier à cette douleur que nous, on angoisse aussi parce que ne pas savoir répondre à la douleur de son enfant, c'est compliqué aussi. Et là, tout avait été prêt vraiment en amont et c'était. Et c'est une chose importante en douleur de justement prévoir, quand les douleurs sont prévisibles, de pouvoir avoir un protocole et que vous ne soyez pas du coup confrontés seuls et démunis, notamment c'est souvent quand on rentre à domicile, le soir, la nuit, et qu'on puisse savoir. Tout était vraiment préparé, les ordonnances au cas où il y avait besoin d'augmenter au niveau des antalgiques, enfin tout était vraiment prêt et donc vraiment rassurant dans la prise en charge. Mais tout s'était bien passé, vraiment. Une expérience positive. Même si à l'heure actuelle, on sait que Laura est dans une petite phase où c'est plus compliqué. Donc, à nouveau, on re-questionne toutes les dimensions, l'environnement, les émotions, le sommeil. Voilà. Et puis, voilà, on travaille autour de ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, depuis la prise en charge de la douleur, on a quand même des phases de répit que nous ne connaissions pas et pour lesquelles on a quand même des années, enfin, ça a été très très compliqué. Et depuis notre rencontre, en tout cas, Dr Gallo, cette prise en charge vraiment plurifactorielle, c'est vraiment une qualité de vie qu'on propose à l'enfant. Même s'il y a toutes ces phases Et peut-être qu'on peut dire, parce qu'on travaille aussi avec la gastro-entérologue pédiatrique, le pédopsychiatre de génétique, et je pense que peut-être on les a aussi sensibilisés à cette problématique de la douleur pour Laura, parce que parfois les spécialistes, ils sont dans leur spécialité, dans leur traitement symptomatique, et ils ne pensent pas forcément à la prise en charge de la douleur. Vraiment, d'avoir fait le lien autour de la douleur a permis vraiment de pouvoir entendre ça et que tout le monde y soit sensibilisé et travaille aussi dans cette direction-là. C'est vraiment toute une équipe qui est derrière la prise en charge de la douleur de Laura. Effectivement, avec le lien, et très souvent d'ailleurs, ils viennent et quand ils ne savent pas, ils viennent se réfléchir. C'est vrai, on se sollicite mutuellement et du coup, on peut échanger ensemble et avancer ensemble. C'est beaucoup plus constructif tous ensemble. Eh bien, Madame Duvard, je vous remercie 1000 fois pour ce témoignage. Merci, Dr Gallo, en espérant qu'elle
ce petit temps d'échange, en espérant que ça aide aussi d'autres familles. Je l'espère aussi. Merci. Merci pour le témoignage et puis ton intervention, Anne. Donc, on a quelques questions qui sont arrivées. La première était donc une question qui est effectivement frontière adulte et enfant parce que ça concerne une maman et sa fille, avec la notion qu'il peut y avoir parfois plusieurs maladies et des douleurs qui peuvent être dues à différentes pathologies. Et donc, que ça peut être difficile à expliquer aux soignants et difficile à prendre en charge. Est-ce que tu veux commenter là-dessus, Anne? Oui, c'est un peu du coup ce que j'ai voulu repréciser. Et le docteur Roux en a un peu parlé. C'est vrai que souvent il y a une intrication de plusieurs étiologies et origines des douleurs. Après, voilà, peu importe, c'est vrai qu'on va être sur cette prise en charge globale et on a souvent l'habitude de tester les médicaments à la fois de douleurs neuropathiques, à la fois de douleurs nociceptives pour ces prises en charge. Et voilà, comme le docteur Roux le disait, de réévaluer régulièrement, de les arrêter s'ils n'apportent pas de bénéfices et puis de éventuellement effectivement les poursuivre si une réponse est observée. Mais voilà, c'est toujours dans ce projet thérapeutique et surtout, effectivement, quelle que soit l'origine, j'ai envie de dire, c'est cette prise en charge globale qui va permettre d'améliorer les douleurs. Donc, c'est effectivement parfois difficile de dire quelle pathologie génère les douleurs, surtout quand c'est récurrent dans le temps, mais finalement, la prise en charge va être la même. Merci. Il y a une autre question qui recoupe un petit peu ce que vous disiez au moment de l'interview, qui était de comment faire finalement quand un enfant n'est pas verbal, avec effectivement une notion de la douleur qui peut être difficile à évaluer. Donc, bon, il y a déjà eu des pistes qui ont été données, mais peut-être que tu veux faire un complément d'explication. J'ai pas pu aborder les outils d'évaluation de la douleur chez l'enfant, on n'avait pas suffisamment de temps. Alors c'est vrai qu'il existe des échelles pour les enfants non communicants et en situation de polyhandicap. En fait, la plupart du temps, c'est vraiment ce travail avec la famille, les soignants qui prennent en charge l'enfant quand ils sont par exemple dans une institution, pour vraiment essayer d'identifier les symptômes propres à l'enfant qui vont manifester de la douleur. Donc ça, c'est vraiment dans le temps. Et puis souvent, ce sont les tests thérapeutiques aussi qui permettent de voir une amélioration. Voilà, c'est vrai qu'on l'a vu chez Laura, sur le sommeil, le comportement, etc. Donc parfois, on n'est pas vraiment sûr que ce soit que la douleur, mais voilà, en fait, le test thérapeutique du traitement antalgique va permettre d'améliorer les choses. Ça, c'est souvent dans la douleur aiguë, voilà, une douleur dentaire, une douleur d'otite qui surajoute, etc., et qui fait décompenser le comportement de l'enfant. Mais du coup, c'est un travail un peu sur le long terme pour essayer d'identifier ces symptômes qui vont évoluer aussi en fonction de l'enfant et qui vont permettre du coup une meilleure évaluation. Mais c'est sûr que c'est plus difficile qu'une personne communicante. Il y avait une question par rapport à la brochure que tu as montrée sur comment finalement se la procurer pour la douleur de Sacha. Alors, c'est vraiment un outil qui a été fait pour les professionnels, pour les consultations de douleur enfants spécialisées. Donc, elle n'est pas diffusée, si ce n'est entre les structures douleur pédiatriques. Et c'est vraiment plutôt pour aborder, en fait, justement, les explications sur la physiopathologie de la douleur. Mais en fait, il n'y a que des schémas, il n'y a pas d'explication. Donc, c'est vrai que pour des parents qui ne connaissent pas la physiologie de la douleur, c'est pas possible, c'est pas utile en fait dans le discours avec l'enfant. Et malheureusement, j'ai déjà été sollicitée pour ce questionnement-là. Et en fait, à l'heure actuelle, il n'existe pas encore d'outils vraiment de communication sur la douleur chronique pour les enfants, enfin de manière générale. Il y a un site qui est en train de
constituée, mais voilà, qui est encore, c'est un travail justement avec la commission pédiatrique de la Société française d'études et de traitement de la douleur, et on est effectivement en train d'essayer de faire un site pour les enfants pour ces douleurs chroniques. Ok, il y a une autre question, une dernière question qui est posée, alors qui concerne de savoir si jamais il y a des thérapeutes qui vont être spécialisés pour la douleur causée par des dystonies. Et finalement, de ce que j'ai cru comprendre des échanges, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de... il ne va pas y avoir toujours des traitements complètement spécifiques par rapport à une douleur, même si certains vont être plus employés pour telle ou telle pathologie, mais peut-être que c'est mieux si vous tentez de répondre à la question. Alors, c'est vrai que quand même, dans le cadre des maladies rares, là, par exemple, pour Laura, moi, c'est vrai que je suis en lien avec la fondation américaine. Ça, quand même, ça nous a permis, justement, la maman évoquait ce listing de médicaments qui, en fait, ont tendance à faire décompenser les enfants sur le plan comportemental. Mais on l'a eu un peu tard. Effectivement, j'avais testé la plupart de ces médicaments et on avait, du coup, eu une détérioration de l'état de Laura. Et donc, c'est vrai que, du coup, on essaye quand même, il y a quand même tout un travail même si, quelle que soit l'origine, il y a quand même la pathologie rare qui, du coup, c'est important de se mettre en lien avec les professionnels spécialisés dans le domaine parce que, justement, il y a des retours d'expérience d'équipe et ça permet, du coup, de ne pas refaire les mêmes erreurs sur le plan thérapeutique, même si, de toute manière, on sait que chaque enfant est différent et que des fois, ça a pu faire décompenser un enfant, mais ça vaut le coup quand même d'essayer parce que pour un autre enfant, ça peut tout de même l'améliorer. Et du coup, voilà, il y a une question de posologie, d'augmentation très progressive. Et du coup, voilà, c'est bien d'être en lien, mais souvent, effectivement, on fait des tests thérapeutiques et on y va progressivement en évaluant le retour pour chaque enfant. Ok, écoutez, on est bon pour les questions et puis également sur le timing, parce qu'on essaye de limiter ces conférences à 1h30. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là, comme les questions ont été toutes couvertes. Je ne sais pas, Élodie, si tu veux clore et donner des informations complémentaires pour la suite. Eh ben oui, donc on va déjà remercier le docteur Gallo et le docteur O pour la qualité de vos interventions. On va remercier aussi Madame Gisclar et puis Madame Dubar à distance pour leur témoignage. Pour la prochaine session de la réunion patients-familles-soignants, donc elle est prévue en début d'année prochaine en partenariat avec l'équipe Relais Handicap Rare et on abordera la protection juridique des majeurs, donc une thématique qui est aussi très demandée par les associations. Donc voilà pour les informations complémentaires. Et ben merci à tous de vous être connectés pour cette soirée. On espère qu'elle aura répondu à vos questions et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Au revoir.